Bonjour et bienvenue sur le premier podcast français à destination des maîtres d'apprentissage. On va parler de notre mission d'accompagnement, mais aussi des enjeux vis-à-vis des apprentis et de l'entreprise, de notre organisation personnelle, de nos choix, de nos doutes. À chaque épisode, je recevrai un nouvel invité pour un nouvel axe de réflexion. Je m'appelle Mathieu Guyot, je dirige MGA, une société de conseil dédiée au développement de l'apprentissage. J'ai la chance aujourd'hui de recueillir le témoignage de Xavier Kernin, référent handicap du groupe Unilassal. Avec ses différentes fonctions, Xavier est une véritable mine d'or, à la fois pour les apprentis en situation de handicap et aussi pour les entreprises et les maîtres d'apprentissage. On a parlé d'organisation, de politique incitative et surtout de confiance. Alors j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'en ai eu à échanger avec Xavier. Bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Ça va bien, merci, et toi ? Ça va très très bien, moi je suis super content et je suis même plus que content, je suis honoré, je te l'avoue, de te recevoir sur Mètre Carré. Parce que quand j'ai eu l'idée de ce podcast, de partager des informations ou des réflexions pour les maîtres d'apprentissage, tu faisais partie des premières personnes que je voulais inviter. Ça fait un moment qu'on échange tous les deux pour qu'on puisse trouver un credo, donc je suis vraiment ravi et honoré de t'avoir sur ce podcast. Merci d'avoir trouvé du temps pour Merci à le toi, faire. avec plaisir. En introduction de ce podcast, j'ai présenté qui tu étais. Alors, chargé de mission handicap à Unilassal, qui est sûrement ton rôle principal, mais qui n'est pas le seul, puisque tu es également co-responsable du groupe handicap à la Confédération des grandes écoles. Tu as piloté, je crois, un rapport sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap pour le gouvernement. Tu as une multicasquette finalement dans le sujet de l'inclusion et du handicap. C'est pas trop dur de tout mener de front, ou au contraire, est-ce que les synergies font que ça devient plus facile de travailler sur tous ces sujets en même temps ? Je trouve que tout se complète, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir des politiques soutenantes pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, et pour que ces politiques soient soutenantes, il faut être monté au créneau pour les orienter, pour donner des pistes au gouvernement et juste au ministère pour que voilà, qu'ils influencent sur, en positif bien sûr, sur qu'ils émettent des nouvelles propositions de décrets ou de lois relatives à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, parce que pour l'instant c'est un peu le parent pauvre du handicap, on peut le dire. Ça devient moins depuis quelques mois où justement la secrétaire d'État Sophie Cluzel vraiment s'est emparée du sujet et a lancé ça aussi. Elle a lancé avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation un groupe de travail sur justement sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, et aussi le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont je suis aussi membre, a également comment dire lancer un groupe de travail sur 2 ans sur le sujet de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc, il faut qu'on soit présent dans ces moments-là pour pouvoir impulser des idées et des politiques qui influeront, qui aideront l'accompagnement des étudiants en situation de handicap au quotidien. Et en même temps, moi, je me vois pas faire uniquement que ça, que du politique, parce que moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment l'accompagnement des étudiants. Et je trouve que c'est ça qui me passionne à la base, avec voilà, toutes sortes de profils, toutes sortes de parcours, euh, et, euh, et en même temps, comment dire, pour moi, c'est un terreau essentiel justement pour porter des idées au niveau des ministères. C'est-à-dire que si je me déconnecte de ce terrain et de ce terreau, je pense que j'aurai des idées ou des propositions qui ne seront plus en relation avec les réalités que vivent les étudiants. Donc voilà, tout ça
s'alimentent mutuellement et sont nécessaires. Et voilà, donc j'avoue que oui, il y a des périodes qui sont un peu chargées, et c'est un euphémisme. Mais voilà, la fin d'année dernière avec la mise de rapport pour le gouvernement était assez très dense. Même voilà, j'ai bien été aidé. On a fait ça en binôme avec une de mes collègues, Mélanie de Souza. Et voilà, donc on a pu rendre ce rapport et qui aura un impact fort, non seulement pour les étudiants français, mais aussi, on espère, pour les étudiants en situation de handicap du monde entier. Excellent, excellent. Et c'est un peu la même idée, le fait de travailler à la fois pour les étudiants en situation de handicap et les apprentis en situation de handicap, qui ont du coup un point en plus particulier, parce qu'il y a la période école et la période entreprise. Mais je suppose qu'au final, pareil, ça se complète, ça s'enrichit l'un l'autre, et les situations que tu rencontres te servent dans les deux cas. Oui, alors, je les accompagne particulièrement, pardon, j'accompagne les apprentis particulièrement sur le côté accès à la formation sur notre campus. Donc en fait, il y a vraiment le même accompagnement pour les étudiants qui sont on va dire en formation initiale en voie directe, on va dire avec le statut étudiant, voilà, c'est ça le terme. Donc, il y a vraiment ce même accompagnement pédagogique. Après, les étudiants en situation de handicap, quand les apprentis en situation de handicap, non, mais tout comme les étudiants, je les encourage aussi à demander une RQTH pour aussi bénéficier d'un aménagement pendant leur cursus et en entreprise, qui est beaucoup plus important pour les apprentis, on va dire. Ils passent plus de temps en entreprise que les étudiants. Et donc c'est pour ça que voilà, il y a un accompagnement, au niveau pédagogie et accès à la formation, c'est le même type d'accompagnement. Après, voilà, il y a au niveau de l'accompagnement vers l'entreprise, il y a un accompagnement peut-être dire plus régulier pour les apprenants parce qu'ils sont plus régulièrement en entreprise, et pour les étudiants, voilà, c'est plutôt des accompagnements au moment où ils recherchent leur stage, leur stage de la première année jusqu'au stage de fin d'études de 6 mois en fin de parcours. Et du coup, est-ce que les entreprises peuvent également, alors faire appel à toi, ou en tout cas te solliciter lorsque elles accueillent un apprenti en situation de handicap pour, alors je sais pas, peut-être avoir des conseils, ou être mise en relation avec les bonnes personnes, les bonnes structures? Ça fait partie, ça, un peu de ta mission ou de ton quotidien? Oui, ça c'est une des missions des référents handicap, c'est de l'accompagnement donc au niveau de l'entreprise, mais seulement à la demande de l'étudiant. C'est-à-dire que si nous on a un étudiant qui a déclaré sa situation de handicap auprès de l'établissement, mais qui veut pas le déclarer auprès de l'entreprise, c'est son droit, c'est son choix. Donc on n'interviendra pas à ce moment-là. Par contre, nous on va les encourager à en parler pour pouvoir bénéficier des aménagements qui leur permettront vraiment de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, d'être aussi productifs qu'ils le souhaitent, de pouvoir montrer leurs capacités comme les autres, voilà, qui ne sont pas en situation de handicap, et voilà, d'être jugés de la même manière et sur leurs compétences et leurs qualités. Mais on va pas, voilà, on les encourage à faire cette démarche, à nous solliciter. Alors, soit aussi, ils peuvent y aller directement, se renseigner directement auprès de la médecine du travail ou auprès des RH pour voir comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'aménagements, etc. Mais on est bien sûr à la disposition de l'étudiant et donc de l'entreprise pour expliquer les aménagements qui peuvent être possibles. Et bon, souvent, voilà, les étudiants qui ont des besoins, par exemple, même d'être véhiculés pour aller jusqu'au travail. Donc là, il faut qu'il y ait une mise en place d'une convention, quoi, qui est avec c'est une convention pour l'entreprise, c'est une convention qui est prise. Ce sont des aménagements qui sont pris en charge par la GFIP. Donc là, bien sûr, l'école aussi intervient, mais donc ça dépend vraiment des situations et de la volonté de l'étudiant. Voilà, on n'ira pas on se mettra, enfin, on n'ira pas solliciter l'entreprise si l'étudiant ne nous en fait pas de la demande, ou s'il nous dit qu'il ne souhaite pas qu'on demande des aménagements pour eux. Par contre, à l'inverse, c'est notre travail d'être là si l'étudiant le demande ou émet le besoin qu'on intervienne auprès de l'entreprise, voire même de temps en temps, si jamais l'étudiant a du mal à en parler, il peut nous demander d'en parler nous-mêmes à l'entreprise. Mais voilà, c'est tout à fait jouable. C'est dans notre mission en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça fait partie des problématiques. Alors effectivement, de votre côté, je pense du côté de l'entreprise aussi, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir aider, mais il y a effectivement ce respect aussi de la vie privée, du secret médical, de la situation personnelle de chacun.
et, Mhm. et du coup de ne pas pouvoir euh, interférer finalement avec cette liberté de conscience, cette liberté de choix. Je comprends tout à fait. C'est une problématique actuelle, c'est un sujet en tout cas sur lesquels tu travailles ou sur lesquels tu as dû travailler, ça, de comment réussir à aborder, comment est-ce qu'il y a peut-être d'ailleurs je vais pas dire des méthodes, mais peut-être des bonnes manières, des bonnes pratiques pour bah aussi rassurer l'étudiant qui est en face de nous et lui expliquer que si on parle handicap, c'est avant tout pour son bien, pour son accompagnement, et pas du tout pour le stigmatiser. Il y a des clés sur ce sujet. Oui, alors ceux qui vont avoir plus de mal pour en parler, c'est ceux qui ont un handicap invisible. Et donc, ils se disent, tant que c'est invisible, je peux le cacher et ça évite d'être stigmatisé en entreprise. Alors, c'est en fait l'image qu'ils peuvent avoir. La première image, c'est de dire, ben, je vais être soit embauché, parce qu'ils savent qu'il y a des histoires de quotas, soit embauché pour mon handicap et non pas pour mes compétences, soit je vais être embauché ou je vais être mis au placard s'ils savent que j'ai un handicap, j'ai pas évolué, j'ai pas, voilà, c'est, ou soit ça va être, je vais avoir un frein aussi à ma recherche d'emploi. Donc, c'est comment dire, il y a beaucoup d'idées reçues sur cette reconnaissance. Et je vais le dire aussi, j'ai même eu des étudiants qui m'ont dit, mon médecin me dit de surtout ne pas faire cette demande de RQTH parce que je vais être mis au placard en entreprise. Donc quand vous voyez qu'il y a même des médecins qui déconseillent, ça ne nous aide pas. Alors, moi, j'en dis bien, mais la grande différence, c'est que vous arrivez avec du potentiel bac+3, bac+5, etc. Et vous inquiétez pas, les entreprises, elles ne font pas de social. Elles vous recherchent d'abord pour vos compétences. Elles n'iront pas embaucher quelqu'un qu'elles ne veulent pas, pourquoi seulement pour remplir des quotas. Donc non, faut vraiment qu'ils sortent de cette idée. Il faut que même d'une manière générale, ceux qui les accompagnent ne restent pas dans ce discours-là. Et par contre aussi, bien sûr, il faut que les entreprises en face jouent le jeu, de ne, vraiment qu'il n'y ait aucune discrimination, qu'il y ait aucune... Parce que s'il y a une moindre discrimination à un moment, alors là, pour l'étudiant, ça va tout bloquer. Donc il faut vraiment qu'ils jouent le jeu de l'accompagnement, des aménagements qui sont proposés, de ne pas fermer la porte à une candidature parce qu'il y a marqué RQTH, etc. Voilà. Et même, je pense qu'elles doivent jouer le jeu d'autant plus, c'est-à-dire que si un étudiant ou un apprenti qui candidate chez elle met dans son CV RQTH, alors faut pas qu'il disserte sur son handicap, c'est-à-dire faut pas que sa lettre de motivation soit tournée autour de son handicap, et c'est ce qu'on déconseille bien sûr aux étudiants, ils doivent pas valoriser leur handicap mais leurs compétences. Mais ce que j'encouragerais aujourd'hui les entreprises à vraiment faire en sorte de recevoir tout étudiant, tout apprenti, tout candidat, pardon, qui mentionne la RQTH dans son CV, déjà parce que c'est une première chose, c'est pas facile à faire pour eux de le mentionner. Et deuxièmement, parce que souvent, c'est aussi des étudiants qui s'expriment peut-être moins bien à l'écrit, mais qui vont exploser à l'oral et qui vont amener vraiment beaucoup une autre perception de leur candidature une fois qu'ils seront en entretien. Donc, j'ai envie de conseiller les entreprises, jouez le jeu, tous ceux qui émettent la mention RQTH dans leur CV, recevez-les lorsqu'ils sont candidats pour un job ou pour un apprentissage. Et parce que vous pouvez être vraiment étonné aussi de la différence parfois aussi entre le CV ou le parcours. Parce que souvent, c'est aussi des jeunes qui ont eu des parcours qui ont été chaotiques, hein, avec des scolarités un peu chaotiques, etc., à cause de, par exemple, d'hospitalisation et autres. Et finalement, c'est des jeunes qui sont exceptionnels quand vous les recevez en entretien parce que ils ont une niaque pour y arriver, ils ont appris les choses par eux-mêmes, ils sont peut-être un peu autodidactes aussi par la situation, le fait qu'ils aient des parcours scolaires un peu compliqués dans les aménagements, etc. Donc voilà, c'est un conseil que je passerai aux entreprises qui veulent recruter des apprentis. Donc là, je me suis un peu écarté du sujet et donc pour revenir sur le sujet de l'accompagnement vers cette déclaration, euh, voilà, comme je vous dis, c'est à la fois des étudiants les étudiants qui ont une situation de handicap invisible vont essayer de le cacher au maximum, souvent, voilà, comme je vous dis, avec toutes les idées reçues sur le sujet. Et donc, c'est donc à nous, aussi, en tant que référent handicap de CFA et d'école, etc., de leur expliquer à quoi ça va leur servir, où est-ce qu'est l'intérêt pour eux,
comment est-ce que c'est valorisé aussi au niveau de l'entreprise, comment est-ce que c'est accompagné dans une entreprise. Et d'expliquer aussi tous les aménagements, que c'est pas seulement pour le temps d'entreprise, mais ça peut être aussi pour avoir des véhicules adaptés au sein de l'entreprise quand ils ont des déplacements à faire, etc., et qu'ils ne peuvent pas conduire de véhicules manuels, mais juste des automatiques. C'est aussi le transport, donc comme je vous disais, jusqu'à l'entreprise. C'est tous les aménagements de poste, c'est les aménagements d'horaire, assouplissement au niveau de l'emploi du temps quand ils ont des suivis médicaux réguliers. Ça leur évite de poser des jours pour aller, ou des demi-journées pour aller pour des rendez-vous médicaux de spécialistes, etc. Donc voilà, on les attend sur des compétences, mais en même temps, ces aménagements leur permettront de pouvoir vraiment être plus sereins dans leur participation au niveau du développement de l'entreprise. Donc ça, c'est le message qu'on doit leur faire passer. Et pour cela, je m'appuie sur l'aide d'entreprises partenaires de la mission handicap de l'UNISL. Voilà, on a six entreprises aujourd'hui qui sont le CA France, Total Énergie, pardon, la Mutualité Sociale Agricole, Ginger CEBTP, qui sont Isagri à Beauvais, et puis le NGPA, c'est l'organe de presse, presse agricole. Voilà, c'est des entreprises comme ça qui vont soutenir donc la recherche de stages, d'apprentissage et d'emploi de nos étudiants, et qui vont être aussi présentes pardon, pour donner pour des temps d'échange avec les étudiants, pour leur expliquer à quoi ça sert de faire reconnaître son handicap à l'entreprise, qu'est-ce que ça peut leur apporter, comment ça peut les aider, quelles sont les démarches, et surtout pour faire tomber les préjugés à ce sujet-là, que les étudiants puissent construire. Parce que moi, j'ai beau leur dire, voilà, l'importance de cette reconnaissance, mais souvent, ils préfèrent aussi avoir cette parole directement de la part de ces entreprises-là. Voilà, c'est important. Ouais, bien sûr. Et mmh. Quand des fois c'est même frustrant quand tu répètes encore et toujours la même chose, et il suffit qu'une entreprise arrive et répète exactement mot pour mot ce que toi tu as dit, mais ça n'a pas le même écho, parce que toi tu es de l'école et que l'entreprise, elle, est du monde de l'entreprise. Ouais. Donc effectivement, répéter, c'est ce qu'il faut faire. Et justement, ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Tu disais que euh, l'évolution évoluait favorablement, notamment vis-à-vis du gouvernement, avec le secrétariat d'État qui prend le sujet à bras le corps. Est-ce que tu as l'impression que vis-à-vis des entreprises, on arrive aussi plus facilement à en parler? Est-ce que il y a de la communication qui se fait? Tu parlais de transparence et de confiance. Ça évolue dans le bon sens, dans le monde de l'entreprise et dans on va dire, les relations entre les écoles et les entreprises sur le sujet du handicap, selon toi? Il y a encore des efforts à faire? Oui, alors ça évolue dans le bon sens dans les entreprises, que ce soit les grands groupes ou même les entreprises plus petites. En tout cas, dans les entreprises qui ont des obligations d'emploi, parce que c'est des entreprises de plus de 20 salariés, on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, des groupes, des conventions, des chartes, etc., qui sont mises en place aussi avec l'aide du secrétariat d'État. Donc, voilà, et comme je dis aux étudiants, n'hésitez pas à mentionner votre RQTH dans votre CV, dans les entreprises pour lesquelles vous voyez que, par exemple, sur leur site internet, ils parlent justement de l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Par contre, je leur dis, si jamais vous candidatez à une entreprise qui, dans aucune de ses pages sur internet, ne parle de handicap ou de l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap, je leur dis, ne le dites pas forcément dès le début, parce que là, c'est dire que c'est peut-être une entreprise qui n'est pas encore très au fait, ou etc., ou qui va peut-être qui peut peut-être faire aussi de la discrimination négative sur votre CV, etc., quand ils vont voir marqué RQTH, parce qu'ils sont pas forcément, ouais, ils savent pas trop comment s'y prendre, etc. Donc là, je leur dis, ben, vous en parlez que si vous avez un premier entretien qui se passe bien, etc. Vous en parlez en fin d'entretien, fin de premier entretien. Mais voilà, mais je leur dis par contre, toutes les entreprises qui en parlent, mais n'hésitez pas, allez-y. Si elles l'affichent sur leur site internet, elles vont pas avoir une double parole, quoi. Elles peuvent pas avoir une double parole. Donc allez-y, franchement. Et après, je le vois avec les entreprises, avec les entreprises partenaires, on va être cash, hein. De toute façon, les entreprises ont des obligations d'emploi donc pour les entreprises de plus de 20 salariés, c'est 6% de travailleurs en situation de handicap et, et des obligations d'emploi direct aussi, donc en conséquence. Et donc, en fait, si elles se rapprochent des établissements, des grandes écoles ou des centres de formation, etc., c'est qu'elles attendent avant tout des compétences. Et aujourd'hui, le problème des recrutements des travailleurs en situation de handicap, c'est souvent parce que si les entreprises n'atteignent pas le taux des 6%, c'est il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas un niveau attendu pour être dans les entreprises qui ont un niveau trop inférieur. Donc c'est pour ça que les entreprises se rapprochent de plus en plus du monde universitaire, du monde des grandes écoles, etc., pour faire des partenariats,
pour soutenir la recherche de stages d'emploi et d'apprentissage pour les jeunes en situation de handicap. Alors voilà, c'est des partenariats qui sont gagnant-gagnant parce que c'est vrai que les grandes écoles privées comme bon là j'ai parlé pour les étudiants, pas pour les apprentis parce qu'il y a des nouveaux protocoles avec des financements, mais pour les étudiants par exemple, on a pour les grandes écoles privées, il y a très peu de ministères de tutelle qui aident financièrement les écoles à financer à mettre en place des aménagements. Et on a de la chance, par exemple, l'ISL a de la chance parce que le ministère de l'Agriculture est l'un des seuls ministères qui aide. Mais sinon, et voilà, mais encore, c'est pas même du montant total qu'on met sur les aménagements annuels, mais il y a quand même un bon compte pouce, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ce qui fait qu'on a besoin de ces partenariats entreprises financiers, mais les entreprises ont aussi ce besoin d'avoir ces temps d'échange avec les étudiants parce que bah voilà, elles sont aussi dans des phases de recrutement aussi. Ouais, elles veulent déjà leur renseigner et puis les renseigner pardon. Et après voilà, pourquoi pas proposer des stages d'apprentissage et de l'emploi. Et donc c'est gagnant pour tout le monde, voilà, pour l'école, pour l'étudiant qui a ses aménagements et qui a en plus des coups de pouce pour ses recherches de stage d'apprentissage et d'emploi. Et puis pour l'entreprise qui peut aussi recruter des compétences avant tout et puis pourquoi pas dans ces cas-là des jeunes qui ont une situation de handicap et voilà comme qui répondent aussi à l'obligation d'emploi. C'est un peu cash, un peu direct, mais c'est une réalité et qui finalement est gagnante pour tout le monde. Et moi je me dis pourquoi pas, c'est plutôt une bonne chose de raisonner aussi comme ça. Et par contre les étudiants n'ont aucune obligation d'aller dans telle ou telle entreprise partenaire pour réaliser leur stage. C'est pas parce ils bénéficient, là je parle pour les étudiants en situation de handicap bien sûr, mais c'est pas parce qu'ils ont bénéficié d'aménagements qui sont financés par ces entreprises-là qu'ils doivent absolument parce que là on serait sur une discrimination, quoi. Ça serait même mauvais parce que c'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils doivent aller forcément dans telle entreprise ou qu'ils doivent forcément choisir ce parcours. Et ça, les entreprises apprécient aussi, voilà, le fait que ce soit dans qu'il y a aussi cette liberté et comme ça vraiment les jeunes qui candidatent chez eux sont très motivés pour rentrer chez eux et voilà, chez elles pardon et exprimer tout leur potentiel à ce moment-là. Ouais, en fait, c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant puisque, on gagne en visibilité, ça permet de tu le disais, de l'échange et il y a un point, une phrase que j'ai notée quand tu l'as dite, c'est, la certaines entreprises qui ne font pas forcément de la discrimination, on va dire, directe, mais qui simplement ne savent pas comment gérer, ne savent pas, comment, vers quel organisme se tourner et au final, bah, cette communication que vous pouvez faire avec, les entreprises partenaires, ça peut pousser, ça peut donner des modèles et ça peut, faciliter les échanges et de se dire que, bah, c'est peut-être pas si compliqué que ça, des fois, d'accompagner un apprenti ou un étudiant en situation de handicap. Donc ouais, non, je comprends tout à fait la démarche et d'ailleurs, alors, depuis qu'on discute, hein, il y a, plusieurs structures que tu as citées. Je pense que ça peut être important, de repréciser ça que, effectivement, d'habitude, dans un contrat d'apprentissage, on a, l'entreprise, l'apprenti et le centre de formation. Mais là, dans le cadre, d'un apprentissage pour un apprenti en situation de handicap, il y a pas mal d'acteurs finalement qui vont graviter, autour. Tu as parlé, de la médecine de travail, tu as parlé de la GFIP, mais je crois qu'il y a aussi, ressources handicap formation dans les régions et finalement, il y a quand même beaucoup d'outils, j'ai l'impression en tout cas, qui permettent d'accompagner les entreprises et les apprentis en situation de handicap. Je me trompe ou vraiment ça se développe, ça fonctionne, c'est structuré? Ça se développe vraiment, et puis je crois qu'il y a eu la loi de 2019 qui soutient ça aussi. Voilà, il y a aussi des subventions qui permettent de mettre en place plus facilement des aménagements pour les apprentis en situation de handicap. Souvent, aujourd'hui, même on a plus de subventions pour les étudiants en situation, les apprentis en situation de handicap pour mettre en place des aménagements on a plus de facilité, en tout cas, au côté centre de formation pour mettre en place des aménagements parce que ils sont pris en charge, soit il y a ces subventions pour financer des aménagements, soit il y a la GFIP ou le FIP peuvent intervenir aussi pour financer les aménagements. Donc finalement, c'est souvent les apprentis sont même mieux dotés, les autres apprentis en situation de handicap, pardon, sont même mieux dotés que que les étudiants en situation de handicap pour les aides financières. Parce qu'ils ont ce statut de oui, De salariés, ouais. de salariés, voilà, de professionnels. Et donc, ils peuvent bénéficier de l'accompagnement de la GFIP, ce dont ne peuvent pas bénéficier les étudiants. Donc voilà, et oui, la GFIP, et quand on dit AGFIP, il y a le FIP aussi pour l'équivalent, là c'est pour le public, le FIP et HFP, et bien sûr il y a les structures. Alors
qui dépendent aussi du Cap Emploi, Pôle Emploi, etc. Et les services. Alors j'ai un énorme doute sur les différents services qui mettent en place aussi. J'ai oublié le nom là, qui aide aussi à mettre en place ces aménagements. Mais voilà, il y a tout un accompagnement. Les entreprises ne sont pas seules là-dessus, et au contraire, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a une émulation à la fois politique depuis 2 ans et encore actuelle. Là, je veux dire, avec le plan de relance, on voit qu'il y a plein de soutien aussi sur l'apprentissage et l'accompagnement des étudiants, des apprentis et des apprentis en situation de handicap en particulier. Donc voilà, aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus d'aide et d'accompagnement, et la même chose pour les CFA. Donc on est plutôt dans une période qui va avoir, je pense, avoir des bonnes répercussions pour le développement de l'apprentissage pour les étudiants, pour les jeunes en situation de handicap. Et en même temps, moi, je le conseille aussi aux jeunes en situation de handicap parce que surtout ceux qui ont des ouais, non, pardon, je conseille d'une manière générale, voilà, à l'ensemble des étudiants en situation de handicap. Et oui, si je vais quand même dire les choses, je pense surtout ceux qui ont ce qu'on appelle des handicaps profonds. Donc c'est-à-dire ouais, par exemple des étudiants qui sont sourds profonds, qui sont non-voyants, etc. Où souvent ils peuvent se dire, souvent les entreprises, ouais, peut-être que des entreprises vont avoir plus de mal à voir comment est-ce qu'il serait possible de mettre en place des aménagements quand ils seront à l'époque de leur recherche de leur premier emploi. Et s'ils sont partis par un apprentissage auparavant, en fait ils auront pu montrer que bah, c'est possible. Et donc l'apprentissage leur permettra de valoriser justement leur possibilité d'intégration dans le monde de l'entreprise et dans les missions de l'entreprise avant même d'être sur le marché du travail. Non, c'est le cas pour tous les étudiants, ouais, pour tous les apprentis, pardon, en situation de handicap ou non, mais encore plus vraiment pour je crois que c'est encore plus important pour les apprentis en situation de handicap, voilà, qui peuvent, c'est l'occasion d'autant plus pour eux de faire leur preuve un peu en amont et de faciliter vraiment leur insertion professionnelle une fois qu'ils seront diplômés. Donc voilà, ça j'encourage les jeunes, les étudiants, les apprentis, les jeunes en situation de handicap à vraiment à suivre un parcours en apprentissage. Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait, judicieux puisque, on entend beaucoup, hein, dans les papiers qui parlent de recrutement, les recherches de compétences, phares des entreprises, c'est l'agilité, la capacité d'adaptation et finalement, bah, quoi de mieux, que, dire: «Bah, j'ai réussi à m'adapter au contexte avec en plus mon handicap grâce à certaines compensations, dont on a parlé». Mais effectivement, quoi, je vous demande plus de me croire sur parole, je vous prouve que je l'ai fait en apprentissage et que ça a fonctionné, hein. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est tout à fait, ça peut être un bel argument, effectivement, pour l'apprentissage en situation de handicap. Et du coup, on a parlé de l'amélioration de la situation, que ce soit au niveau politique ou du regard des entreprises et des pratiques des entreprises. On a parlé des structures et du coup de l'accompagnement possible lorsqu'on accueille un apprenti en situation de handicap. C'est quoi finalement les prochains défis? C'est quoi encore les problématiques qui restent à résoudre pour je vais pas dire atteindre la perfection, on pourra jamais, mais c'est quoi les prochains enjeux dans le sujet du handicap pour l'apprentissage? Vaste question. Pour moi, c'est justement l'accès à l'apprentissage, on va dire, quand c'est pas, quand l'apprentissage ne se fait pas post-bac, par exemple. Parce que la question, et ce sur quoi on travaille actuellement avec la conférence des grandes écoles, c'est juste le sujet justement de la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et voilà, où il y a souvent des plafonds de verre, il y a un manque de communication aussi de l'enseignement supérieur vers à destination des lycées, etc., sur la possibilité d'aménagements pour les cursus post-bac, etc. Mais donc, il y a cette communication à faire aussi de la part des CFA en amont, en disant, ben voilà, allez voir les lycéens, en leur disant, ben voilà ce qui peut être possible au niveau des parcours et des aménagements que vous pouvez avoir si vous faites un apprentissage, alors soit post-bac, soit post-prépa, voilà, voilà comment vous serez accompagné, etc. Il y a un vrai enjeu de communication amont, et pour encourager les lycéens en situation de handicap à poursuivre des études supérieures, à poursuivre des formations, et qui ne se réorientent pas vers des filières courtes et soi-disant, on va dire moins fatigables, moins fatigantes, etc. Non, il faut qu'avant tout, ils choisissent les études qui les passionnent, parce que, comme je le dis souvent en rigolant, voilà, c'est comme tout le monde, par la suite, ils en prendront pour 40 ans. Donc, autant que ça soit des études, un boulot
vraiment qui les intéressent et donc qu'ils fassent qu'ils fassent les études conséquentes et les formations par apprentissage conséquentes dans les domaines vraiment de leur choix. Et donc voilà, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment cette question de la transition secondaire supérieure. Il faut qu'il y ait plus de communication sur ces possibilités de poursuite d'études supérieures. Et voilà, je pense que les CFA devront développer peut-être ce sujet au niveau des salons étudiants, etc. Et sujet de l'inclusion dans les CFA, voilà, qu'ils présentent le sujet de l'inclusion dans les CFA des, auprès de jeunes lycéens, etc. Parfait, excellent, effectivement. On en revient souvent à cette question, hein, de la communication et finalement des liens entre les initiatives qui peuvent être prises à droite, à gauche et de réussir à mettre tout le monde finalement dans le même bateau et à travailler ensemble, que ça soit là au sujet du handicap ou sur d'autres sujets, ça revient assez souvent sur la table comme enjeu, donc je comprends tout à fait. Il y a une question, rituelle dans ce podcast que je pose à la fin, c'est, ta secret tech, ton petit secret, ton arme finalement, favorite dans ce que tu fais au quotidien et qui fait que tu réussis, on va dire. Tu parlais tout à l'heure, moi j'en ai noté une que je mettrai peut-être en avant, dans l'intro ou dans la description, qui est, ne jamais rompre la confiance, ne jamais faire de discrimination, mais à le moindre petit détail. Ça, je l'ai noté et j'ai compris que c'était hyper important. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un détail? Est-ce qu'il y a, ouais, une petite subtilité que tu utilises et qui fait que ça fonctionne dans ta mission au quotidien? Est-ce que tu as ça et dont tu voudrais nous parler? Alors, pour moi, oui. Donc, il y a vraiment ce lien de confiance qui est essentiel. Le lien de confiance que le référent handicap du CFA peut établir avec l'apprenti. Voilà, que ce soit côté entreprise, ouais, voilà. Donc, soit du CFA, pardon, soit du centre de formation d'apprentis, soit aussi donc le référent handicap au niveau de l'entreprise. Mais voilà, je vais parler plus pour le CFA. Et c'est un lien qui est ultra important parce que voilà, c'est ainsi que on peut vraiment bien accompagner les étudiants. C'est-à-dire quand ils sentent qu'il y a cette confiance, ils vont pouvoir s'ouvrir davantage sur leurs besoins, etc. Et voilà, c'est vraiment un lien qui est extrêmement fort et qui est au cœur de ma mission. Et puis le deuxième, ce que je trouve important, c'est d'être positif. C'est-à-dire que souvent, ben, des étudiants, des apprentis vont venir à nos missions, etc., nous dire, ben voilà, il y a telle ou telle difficulté, je vois pas trop comment la surmonter, quels sont les aménagements possibles, etc. Et j'essaie d'être toujours être aussi très positif et dire, ben voilà, on va essayer de trouver tel ou tel aménagement, il y a peut-être des aménagements qui sont possibles, etc., ou d'autres organisations, que tu puisses participer à atteindre le même but, mais par un autre moyen, etc. Mais ne pas être défaitiste ou ne pas voir la montagne finalement et s'il y a une montagne devant nous, bah, y aller petit à petit et de pas voir directement le sommet et de pas avoir peur voilà d'être créatif aussi. Et, quoi, je veux dire, il y a parfois des aménagements qui sont qui sont pas du tout des aménagements spécialisés par rapport au handicap, mais je vois des étudiants, des apprentis qui partent sur le terrain, qui peuvent pas dessiner parce ils sont dyspraxiques, donc ils peuvent pas dessiner sur le terrain. Mais voilà, il suffit de leur fournir un appareil photo Polaroid avec voilà des photos qui vont sortir au fur et à mesure. Ils n'ont plus qu'à les coller dans leur carnet et puis faire des fléchages dessus. Voilà, c'est pas un aménagement spécialisé pour les personnes handicapées et en même temps c'est quelque chose d'assez simple, etc. On peut toujours trouver des idées innovantes et je crois que pour moi c'est ça qui est essentiel, c'est de montrer aux étudiants il y a aucun frein, il y a aucun frein et qu'on va toujours trouver des solutions à leur situation et coordonner ces solutions. Voilà, c'est OK. le lien de confiance et le positivisme. Parfait. Eh ben, écoute, excellent. Si on a des candidats à l'apprentissage qui, souhaitent intégrer une ILA-SAL ou, qui ont, peut-être des questions ou peut-être même des écoles qui auraient des questions sur le sujet du handicap, est-ce qu'ils peuvent te joindre? Est-ce que c'est quoi le plus simple? Est-ce qu'ils peuvent te joindre? Alors moi, je sais que je suis en contact avec toi sur LinkedIn et sur Twitter. Est-ce que c'est là le plus simple pour te contacter ou est-ce qu'il faut joindre quelqu'un d'autre au sein de la Confédération des grandes écoles ou du CNCPH, comment on fait? Non, bah, par mail aussi, pour mon adresse mail, il n'y a aucun souci. Voilà, xavier.kernin@unilassal.fr. Voilà, je pense que tu la mettras sur le Ouais, site, mais voilà, il n'y a aucun souci. Et on a aussi développé au niveau
Au niveau de la conférence des grandes écoles, on développe aussi un réseau de référents handicap ambassadeurs qui se mettront à disposition des associations de parents d'élèves du lycée pour renseigner sur l'accessibilité de l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, on se mobilise en même temps pour vraiment donner des conseils auprès des jeunes, et pas forcément que des jeunes qui veulent venir dans notre établissement. On n'est pas là uniquement pour prêcher pour sa paroisse, mais vraiment pour donner des conseils pour tous ces jeunes qui veulent poursuivre des formations post-bac vers en voie étudiante ou en voie d'apprentissage. Et voilà, donc faut pas hésiter. Non, voilà. Donc, comme tu dis, LinkedIn, Twitter ou par l'adresse mail, il n'y a aucun souci. Eh ben écoute, merci beaucoup Xavier, merci pour le temps pour ce podcast, et puis surtout, et je pense que tout le monde qui écoute sera d'accord avec moi, merci pour ce que tu fais au quotidien. Quand j'accompagne des candidats à l'apprentissage, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le fait d'en prendre pour 40 ans, je trouve qu'il est plus facile de faire son job quand il a du sens, et quand on est fier de ce qu'on fait. Et je pense que tu as un exemple sur le sujet. Ce que tu fais sert à tout le monde, et franchement bravo et encore merci. Un point à rajouter sur tout ça ou pas? Eh bien, écoute, merci à toi. C'était une bonne discussion très intéressante, et voilà. Et puis, je suis content si ça peut servir pour des apprentis ou des futurs apprentis ou des entreprises. Donc, avec plaisir. Merci. Et merci Xavier, passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Et voilà, cet épisode sur la gestion du handicap est terminé. Si vous avez des questions, des remarques, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Et je sais que Xavier, comme tous les autres acteurs qui gravitent dans ce domaine, sauront se rendre disponibles si besoin. Enfin, merci à ceux qui partagent, qui likent ou qui commentent les épisodes de Mètre Carré, ça nous aide beaucoup, donc merci infiniment. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, continuez de faire de votre mieux. À bientôt.